limité. Donc, le développement limité est l'idée de la formule de Taylor. Donc, avant de commencer la formule de Taylor, dans le cours des fonctions, on a fait deux théorèmes fondamentaux. Le premier, c'est le théorème des valeurs intermédiaires. Donc, je vais l'écrire ici. Théorème des valeurs intermédiaires. D'accord. En arabe, c'est Nadariyat al-Qiyam Mutawassita. Donc, pour le théorème des valeurs intermédiaires, je vais le faire d'une manière abrégée. Donc, on a une condition. Il faut que f soit une fonction continue. D'accord. Dans un intervalle AB, voici la première condition. Et la deuxième condition, il faut que le signe de f de A est l'opposé du signe de f de B. C'est-à-dire, si f de A est positif, f de B est négatif, ou bien le contraire. Donc, il faut que f de A fois f de B inférieur strictement à 0. Donc, sous ces deux conditions, d'accord, le théorème des valeurs intermédiaires dit qu'il existe une constante C appartient à l'intervalle ouvert AB, d'accord, tel que f de C est égal à 0. C'est-à-dire, c'est quoi f de C est égal à 0? Voici le théorème intermédiaire. Donc, c'est quoi f de C est égal à 0? C'est-à-dire, la fonction f, elle coupe l'axe des x. La fonction f, elle coupe l'axe des x. En arabe, le munhana, le graphe de f coupe l'axe des x, c'est-à-dire, le munhana del f يقطع محور الفواصل. Donc, on a vu ce théorème de valeur intermédiaire, dans le cours des fonctions. Après, on a un autre théorème, c'est le théorème de Rolle. D'accord? Le théorème de Rolle. Donc, le théorème de Rolle, qu'est-ce qu'il dit? D'accord? Donc, le théorème dit, premièrement, f est continu sur un intervalle AB. D'accord? Deuxième condition, f est dérivable sur l'intervalle AB ouvert, très bien. Donc, on a deux conditions. F est continu dans un intervalle AB fermé et dérivable sur l'intervalle ouvert avec, voici la troisième condition, f de A est égal à f de B. Bien sûr, si A et B sont moins l'infini et plus l'infini, on utilise les limites. Ce n'est pas f de moins l'infini. On utilise la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini. Alors, le théorème de Rolle dit que si on a la continuité dans l'intervalle fermé et borné et la dérivabilité dans l'intervalle ouvert avec f de A est égal à f de B, d'accord? Donc, le théorème de Rolle, c'est à peu près le résultat du théorème des valeurs intermédiaires, sauf au lieu que la fonction s'annule, on a quoi? On a la dérivée s'annule. D'accord? Donc, le théorème de valeurs intermédiaires nous donne la fonction s'annule. D'accord? Et le théorème de Rolle nous donne la dérivée s'annule. Donc, f' de C est égal à 0. Très bien. Donc, on a fait ces deux théorèmes. D'accord?
dans le cours des fonctions, c'est-à-dire dans le premier semestre. Après, on a un troisième théorème, qui s'appelle le théorème des accroissements finis. Le théorème des accroissements finis. Donc, en tout, on a trois théorèmes. Théorème de valeur intermédiaire, f de c est égal à 0. Théorème de Rolle, f' de c est égal à 0, résultat. Et on a théorème des accroissements finis. Très bien. Donc, toujours, dans n'importe quel théorème, on a deux choses. On a les hypothèses et la conclusion. Donc, vous voyez que dans le théorème de Rolle, on a trois hypothèses. La continuité dans l'intervalle fermé-borné, la dérivabilité dans l'intervalle ouvert, et f de A est égal à f de B. D'accord? Et bien, pour le théorème des accroissements finis, on a le théorème des accroissements finis, c'est Nadariyat Nihayat al-Mutazayda. Donc, les hypothèses du théorème des accroissements finis, sont les deux premières, d'accord, du théorème de Rolle. C'est-à-dire, on va utiliser la continuité et la dérivabilité. La continuité dans l'intervalle fermé-borné et la dérivabilité dans l'intervalle ouvert. Donc, voici le théorème des accroissements finis. Si f est une fonction dans l'intervalle fermé-borné, continue, est dérivable dans l'intervalle ouvert, alors le résultat c'est quoi? Il existe toujours une constante c dans l'intervalle ouvert, très bien, tel qu'on a ça, f de b moins f de a est égal à b moins a fois f' de c, est égal à b moins a fois f' de c. Très bien. Donc, comme remarque, supposons que f de b est égal à f de a. Donc, on va trouver ici 0. Parce qu'on a f de b moins f de a. Donc, 0 est égal à b moins a fois f' de c. N'oubliez pas que AB est un intervalle. C'est-à-dire, le b moins a, il est différent de 0. Donc, puisque b moins a est différent de 0, donc f' de c est égal à 0. C'est-à-dire, dans le théorème des accroissements finis, si on a f de b est égal à f de a, donc qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver théorème de Rolle. Donc, c'est-à-dire, le théorème de Rolle, c'est un cas particulier du théorème des accroissements finis. Le théorème de Rolle est un cas particulier du théorème des accroissements finis. Le théorème de Rolle, c'est le théorème des accroissements finis. Très, très bien. Donc, pour l'instant, tout ça, d'accord, c'est-à-dire le théorème de valeur intermédiaire, ensuite le théorème de Rolle, qu'on a donné le théorème des accroissements finis, on va vous donner une idée, d'accord, pour définir c'est quoi le développement limité. On va vous donner une idée, fikra, pour définir c'est quoi le développement limité. Donc, pour l'instant, dans le développement limité, on va utiliser ce théorème qui est là, théorème des accroissements finis. On va le généraliser, c'est-à-dire la forme générale de Rolle, c'est le théorème des accroissements finis. Donc, on va généraliser le théorème des accroissements finis qui va nous donner la formule de Taylor. Et après la formule de Taylor, on va vous donner la formule de développement limité. Très bien. Donc, avant de généraliser le théorème des accroissements finis, donc qu'est-ce qu'il faut se souvenir? Il faut se souvenir des hypothèses des théorèmes des accroissements finis. Faradiyat, continue dans l'intervalle fermé borné, dérivable dans l'intervalle ouvert, d'accord? Alors, il existe une constante telle que f de b moins f de a est égal à b moins a f' de c. Pourquoi dérivable que dans l'intervalle ouvert? L'intervalle ouvert, parce qu'on a ici la première dérivée, elle est à côté de c, f' de c. D'accord? Elle est en fonction de c. Donc, mais le c se trouve où? Il se trouve dans l'intervalle ouvert. Le c se trouve dans l'intervalle
ouvert. Donc, la dérivabilité dans l'intervalle ouvert, ça nous suffit de dire ça, c'est-à-dire f de b moins f de a est égal à b moins a fois f de c. Bon, il existe une démonstration de ça, mais pour nous, il faut voir que le résultat. Donc, f de b moins f de a est égal à b moins a fois f' de c. Très bien. Donc, avant de dire c'est quoi une fonction de classe C1, je vais vous dire quelques remarques. Donc, si quelqu'un vous pose la question suivante, la première question, qu'est-ce que ça veut dire une fonction continue en un point x0? Qu'est-ce que ça veut dire une fonction continue f de x en un point x0? Vous lui dites que il faut que la limite de f de x quand x tend vers x0, d'accord, très bien, est égal à quoi? Est égal à f de x0, est égal à f de x0. Très bien. Donc, tout le monde connaît, continu, c'est istimrariya. C'est quoi la définition de la continuité? Donc, cette définition nous donne que f est continu en x0. Très bien. Deuxième définition qu'il faut savoir, deuxième définition. Bon, je vais dessiner ici un tableau, une minute. Voici la première définition. Donc, la première définition, elle est dit de la continuité. Très bien. Donc, si quelqu'un vous pose la question de la dérivabilité, donc ici on va écrire lim, une minute. Donc, si quelqu'un vous pose la question de la dérivabilité, c'est quoi une fonction dérivable en un point x0? Vous lui dites que la dérivée existe en un point x0 si seulement si quoi? On a fait ça. En arabe, c'est l'adad al-mushtaq. Bien sûr, en première année, cette année, dans le premier semestre. Donc, il faut que la limite de f de x moins f de x0 moins f de x0, d'accord, très bien, sur x moins x0, sur x moins x0. Donc, pour que la dérivée existe en un point x0, il faut que cette limite existe et c'est une constante unique. D'accord? Je répète. Donc, une fonction est dérivable en un point x0. Une fonction est dérivable en un point x0 si seulement si la limite de f de x moins f de x0 sur x moins x0 existe. Premièrement, il faut qu'elle soit existe. Et en plus de ça, c'est une constante unique, c'est-à-dire si on trouve ça est égal à l'infini, elle n'est pas dérivable. Si on trouve que la limite, on a deux réponses, par exemple à droite elle est égale à ça, à gauche est égale à ça, c'est-à-dire elle n'existe pas, donc elle n'est pas dérivable. Donc, cette phrase qui est là signifie que f est dérivable en x0. Donc, soit on dit le mot f est dérivable en x0, soit on dit le mot f est dérivable en x0, ou bien la première dérivée existe. Existe toujours en x0. Très bien. Donc, tout le monde connaît c'est quoi la définition de la continuité. Il faut que la limite de f de x est égale à f de x0 quand x tend vers x0. Très bien. La première dérivée, elle existe en x0 si cette quantité est égale à une constante unique. Cette quantité est égale à une constante
unique. D'accord? Donc, existe et c'est une constante unique. عدد ثابت. عدد ثابت. Très, très bien. Eh bien, pourquoi j'ai fait ces deux définitions qui sont connues? On a fait ça dans le cours des fonctions parce qu'on a une autre définition. C'est quoi une fonction de classe Cn? C'est quoi une fonction de classe Cn? D'accord? Très bien. Donc, troisième définition. Comme remarque, si la fonction n'est pas continue, elle n'est pas dérivable. Si la fonction n'est pas continue, elle n'est pas dérivable. Très bien. C'est-à-dire, pour aller à la dérivabilité, il faut passer premièrement par la continuité. Et bien, troisième définition, c'est quoi une fonction f de classe C1. Avant de parler de classe C1, est-ce qu'on a de classe C0? De classe C0? Essayez de me suivre. Mathématiquement, oui. Une fonction de classe C0, ça veut dire, entre parenthèses, f est continue. D'accord? Une fonction de classe C0, ça veut dire f est continue. F est continue. Mais on n'écrit pas f de classe C0. On n'écrit pas f de classe C0. On écrit quoi? On écrit une minute. Mathématiquement, on n'écrit pas f de classe C0. On écrit f de classe C. De classe C. Par exemple, si on va écrire ici R, qu'est-ce que ça veut dire ça? F est de classe C0 dans R. Ça veut dire f est continu sur R. F est continu sur R. Mais dans la réalité, on n'écrit pas comme ça. C'est-à-dire mathématiquement, jamais on écrit C0. On écrit comme ça. C de R. On écrit C de R. D'accord? C'est terminé. Donc, si quelqu'un vous pose la question suivante, qu'est-ce que ça veut dire une fonction de classe C0? Vous lui dites que une fonction de classe C0, c'est une fonction qui est continue. D'accord? Mais on n'écrit pas C0, on écrit CR. Tout court. D'accord? Bon, je continue le cours. Si vous avez des questions, vous m'arrêtez. Vous m'arrêtez. Donc, une fonction de classe C signifie qu'elle est continue. Une fonction de classe C signifie qu'elle est continue. Si on écrit ici I, un intervalle I, ça veut dire que F, elle est continue dans l'intervalle I. F, elle est continue dans l'intervalle I. Très bien. Donc, quatrième définition, qu'est-ce que ça veut dire une fonction de classe C1? Qu'est-ce que ça veut dire une fonction de classe C1? Ça, on a expliqué de classe C0, c'est-à-dire C. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une fonction de classe C1? Eh bien, une fonction de classe C1, elle vérifie des choses. C'est-à-dire, on a des propriétés qu'on va les déterminer maintenant. La première, jamais on passe à une classe sans passer par l'avant-dernière classe. C'est-à-dire, si je veux que f est de classe C1, il faut premièrement qu'elle soit de la classe qui est juste avant. C'est-à-dire, elle est de classe C0, c'est-à-dire C1. Donc, puisque f elle est de classe C1, la première, il faut que f, premièrement, est de classe C. Voici la première condition. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit continue. Deuxième condition, f, bon, je vais mettre ici I, c'est-à-dire on est dans un intervalle I ou bien dans R. D'accord? Donc, pour que f soit de classe C1, il faut premièrement qu'elle soit continue. Voici la première condition. D'accord? Deuxième condition.
F est dérivable sur I. C'est-à-dire sur n'importe quel point de I. C'est-à-dire, elle vérifie ça. Dans n'importe quel point, la limite de f de x moins f de x sur x moins x0 existe. D'accord? Donc, c'est-à-dire, quel que soit x0 appartient à I. Donc, la limite est égale L1, la limite L1. Donc, entre parenthèses, constante unique. D'accord? Donc, je vais utiliser ça. Constante unique. D'accord? Donc, voici une minute. La première condition pour que f soit de classe C1, il faut qu'elle soit continue, premièrement. Deuxième condition, f est dérivable sur n'importe quel point de I, c'est-à-dire en chaque point x0 de I, il faut que ça est égal à L1 constante unique. Très bien. La troisième condition, f', c'est-à-dire la première dérivée, est continue en x0 appartient à I. Donc, on a trois conditions de la classe C1. La continuité dérivable, d'accord? Et la troisième qu'on va expliquer maintenant, il faut que la première dérivée, f', est continue en x0, quel que soit x0 appartient à I. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? F' est continue en x0. C'est-à-dire, je vais ouvrir parenthèse, quel que soit x0 appartient à I, je vais utiliser ça. Mais cette définition, c'est concernant f. D'accord? Donc, concernant f', donc il faut que la limite de f' de x, d'accord, est égale à f' de x0, c'est-à-dire j'ai utilisé la définition de la limite, mais concernant f', ce n'est pas f. Mais n'oubliez pas, f' de x0 par définition est égal à ça. C'est-à-dire est égal à quoi? Est égal à L1. Voici la continuité. Bon, on a fait des exercices dans le premier semestre concernant la classe. Essayez de les revoir. Donc, une fonction de classe C1, il faut que la fonction de classe C, c'est-à-dire continue, dérivable, c'est-à-dire la limite de ça est égale à une constante unique. Et en plus de ça, la limite de f' est égale à la constante qu'on a trouvée par la définition de la dérivée, c'est-à-dire L1. يعني en arabe اللي حسبناه بالمشتقة بالحساب خصنا نحسبوه العدد المشتق اللي راه هنا. Bon, pour les gens qui ont des lacunes pour le cours des classes, essayez de les revoir. On a fait ça dans le premier semestre. D'accord? Ah, une fonction de classe. Une minute. Une minute. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Une fonction de classe C2. Une fonction de classe C2. Cinquièmement, une fonction de classe C2.
il faut que f est de classe C1, c'est-à-dire toujours il faut revenir à l'avant-dernière, de classe C1. Et ici, au lieu d'utiliser f, on va utiliser f', c'est-à-dire il faut que f' est dérivable. C'est-à-dire ici, on va utiliser f', f', d'accord. Et ici, au lieu de f', on a f seconde. Une minute, c'est f seconde. Donc ici, c'est f seconde. Ici, c'est f seconde. Etc. De classe C3, il faut qu'elle soit de classe C2. Au lieu de f', c'est f seconde. Au lieu de f seconde, c'est f3, etc. Une fonction de classe C1, il faut que, premièrement, qu'elle soit continue. La première dérivée existe et elle est continue. Bon, existe, on utilise ça. Continue, on utilise ça. D'accord? Donc, une fonction de classe C1, il faut que la fonction soit continue. La première dérivée existe et continue. Deuxième dérivée existe et continue. Troisième dérivée existe et continue. Etc. Jusqu'à la énième dérivée. Donc, ça, c'est la définition d'une fonction de classe C1. Donc, on a écrit ça. Une fonction de classe C1 est une fonction continue. Donc, premièrement, il faut qu'elle soit continue. Et admet des dérivées continues jusqu'à l'ordre 1. C'est-à-dire, à partir de la première dérivée, les dérivées existent et continuent. Le mot admet, c'est-à-dire l'existence des dérivées. Et on dit également que f est n fois continuellement dérivable. C'est-à-dire, une fonction de classe C1, c'est la même phrase qui est ici. F est n fois continuellement dérivable. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire f fois continuellement dérivable? C'est-à-dire, de la première dérivée jusqu'à la énième dérivée, d'accord? Les dérivées existent et sont continues. De plus, d'accord, les fonctions qui sont infiniment dérivables, qu'est-ce que ça veut dire, Hadi? Parce que la plupart des exercices qu'on va les traiter, on va utiliser des fonctions infiniment dérivables. Par exemple, si quelqu'un vous donne l'exponentielle x, d'accord? Tout le monde connaît le graphe de la fonction exponentielle x. L'exponentielle x est une fonction continue. Est-ce que la première dérivée existe? Oui. La deuxième? Oui. La troisième? Oui. La quatrième? Oui. D'accord? Et toujours la dérivée de exponentielle x est égale à exponentielle x. Est-ce qu'il existe un nombre qui vous pose un problème dans l'exponentielle x? Est-ce qu'il y a un حل اللي يخلق مشكل? Non. Toujours l'exponentielle x, il est défini dans 1. L'exponentielle x, il est défini dans 1. Donc, dans ce cas, la première, la deuxième, la troisième, jusqu'à l'infini, dérivée existe. Donc, la première, la deuxième, la troisième, la quatrième dérivée jusqu'à là, la dérivée d'ordre infini existe. Et elles sont continues. Donc, on dit que si les fonctions sont infiniment dérivables, c'est-à-dire à partir de la première dérivée jusqu'à la dérivée d'ordre infini existe et elles sont continues, donc les dérivées consécutives, mutatabi'a, sont continues. Donc, les fonctions qui sont là sont de classe C infini. Donc, si quelqu'un vous donne, donnez-moi les fonctions qui sont de classe C infini, par exemple, exponentielle x. Soit la première, la deuxième jusqu'à l'infini ne pose pas un problème. Cosinus, parce que les dérivées consécutives de cosinus, c'est soit cos, soit sinus, avec une constante près. Sinus. D'accord? Par exemple, si je veux donner ln x. D'accord? Leur domaine de définition, c'est 0 plus l'infini, c'est-à-dire df de ln x
et l'intervalle ouvert, 0 plus l'infini. D'accord? Donc, dans ma définition de ln(x), c'est 0 plus l'infini. Si on va dériver la première dérivée, c'est 1 sur x. Est-ce qu'elle est définie dans 0 plus l'infini? Oui. Bien sûr, 0 ouvert. Deuxième dérivée, moins 1 sur x au carré. Troisième dérivée, constante sur x3. Quatrième dérivée, constante sur x4. Cinquième dérivée, constante sur x6. C'est-à-dire toujours, le seul problème qui vous pose le problème, c'est le 0. Mais le 0 est exclu. C'est-à-dire, le ln(x) appartient à quoi? C'est une fonction de classe C infinie, mais ce n'est pas dans 1, parce qu'elle n'est pas définie dans 1. C'est une fonction de classe C infinie dans l'intervalle 0 ouvert plus l'infini. 0 ouvert plus l'infini. Pourquoi? Parce que premièrement, pour qu'elle soit définie au continu, il faut qu'elle soit dans l'intervalle 0 ouvert plus l'infini. Et les dérivées successives, toujours c'est constante sur x à la puissance. Le seul problème, c'est le 0, donc elle est de classe C infinie, donc 0 plus l'infini. Donc, une fonction de classe C1, il faut que la fonction soit continue, et de la première dérivée jusqu'à la énième dérivée, les dérivées existent et sont continues. Existent. On utilise ce qu'on a appelé en arabe l'adad al-mushtaq, la définition de la dérivée. Continue, on utilise la limite de f', c'est-à-dire on calcule f' de x, et on va tendre x vers x0. Il faut trouver la constante qui est là, c'est la même constante qui est là. D'accord? Bon, pourquoi j'ai fait la définition de classe C1? Parce que la formule de Taylor-Lagrange, d'accord, on a le mot C1, de classe C1. Donc, la première définition pour définir le développement limité, elle est due la formule de Taylor-Lagrange. Donc, je vais vous expliquer la formule de Taylor-Lagrange. Très bien. Eh bien, la formule de Taylor-Lagrange, elle a la même forme qu'au théorème des accroissements finis qu'on a fait. Le théorème qui est là. La formule de Taylor-Lagrange, elle a la même forme de théorème des accroissements finis. Parce que on peut écrire ça comme ça. F de B moins F de A. D'accord? C'est F de B est égal F de A plus. Donc l'écriture qui est là, minute. F de B moins F de A, c'est la même chose d'écrire comme ça. F de B est égal à F de A plus B moins A, F' de C. Au début, on n'a que le théorème des accroissements finis. Donc, théorème des accroissements finis, on a deux hypothèses. La première, continue sur AB fermé. D'accord? Et la deuxième, dérivable sur l'intervalle ouvert. Alors, il existe un C à partir A à B. Tel que on a F de B est égal à F de A plus B moins A fois F' de C. Donc, si quelqu'un vous pose la question suivante, quel est l'ordre de la dérivée que vous avez utilisée dans le théorème des accroissements finis? Vous lui répondez que j'ai utilisé que la première dérivée. D'accord? Une minute. Donc, je répète.
Si quelqu'un vous pose la question suivante, quel est l'ordre que vous avez utilisé dans le théorème des accroissements finis? Vous lui répondez que j'ai utilisé la première dérivée. J'ai utilisé la première dérivée. Donc, Taylor-Lagrange, bon, Taylor c'est un savant et Lagrange c'est un autre, hein, d'accord? Donc, je vais aller expliquer, vous allez expliquer pourquoi le mot Taylor et Lagrange. Donc, Taylor a posé la question suivante. Est-ce qu'on peut généraliser cette formule qui est là, c'est-à-dire f de b est égal à f de a plus b moins a f' de c, mais on va utiliser les autres dérivés, c'est-à-dire je ne vais pas utiliser que f' de c, je vais utiliser f seconde, f3, la troisième dérivée, la quatrième dérivée, la cinquième dérivée, etc. Eh bien, la généralisation du théorème des accroissements finis, c'est exactement ça. Bon, je vais écrire ça pour comparer, une minute. Je vais l'écrire ici. Très bien. Donc, voici la formule qu'on va utiliser. F de B est égal à F de A plus. D'accord? Eh bien, la formule de Taylor-Lagrange, on commence. La même chose, on a deux hypothèses comme le théorème des accroissements finis. N'oubliez pas que dans le théorème des accroissements finis, concernant l'intervalle AB fermé, il faut qu'on ait que la continuité. Pourquoi? Donc, je vais recopier les hypothèses qui sont là. Une minute. Donc, dans l'intervalle AB, il faut qu'on ait que la continuité. Parce qu'on a F de B et F de A. Donc, pour écrire F de B et F de A, il faut que F soit continu pour A et pour B, premièrement. D'accord? Donc, il faut qu'on ait la continuité. Et en plus de ça, c'est pour A et B. A fermé et B fermé. Et à l'intérieur, c'est-à-dire entre A et B, j'ai le C. Donc, sa dépend C est égal à quoi? Il est dans l'intervalle ouvert AB. Et on a ici f' de C. Donc, pour qu'elle soit dérivable en C, qu'on ne le sait pas, c'est une constante arbitraire dans AB. D'accord? Donc, il existe un C à partir AB, à l'intérieur. Donc, pour qu'elle soit dérivable, il faut qu'elle soit continue. Donc, il faut qu'on ait la continuité sur l'intervalle AB. Et en plus de ça, puisque C, il est dans l'intervalle ouvert, il faut qu'on ait la dérivabilité dans l'intervalle ouvert. Mais, pour le théorème de Taylor, ou bien la formule de Taylor, quelle est la chose qui va remplacer la continuité sur AB? Eh bien, voici. Il faut qu'elle soit de classe Cn sur AB. Donc, de classe Cn, c'est-à-dire, je vais parler sur quoi? Continu que F. Mais si je dis de classe Cn, je vais parler sur la première dérivée, la deuxième dérivée, la troisième dérivée, jusqu'à la nème dérivée. Très, très bien. Et admet une dérivée d'ordre n plus 1 sur l'intervalle ouvert. C'est-à-dire, dans le théorème des accroissements finis, on a le mot continu, et le suivant c'est dérivable. Mais ici, on a le mot Cn et la dérivée d'ordre n plus 1. Bon, toujours la deuxième phrase, c'est concernant la constante C. C'est-à-dire, dans le théorème des accroissements finis, on a dit
dérivable sur AB ouvert. Dérivable sur AB ouvert. Donc, on va trouver C sur AB ouvert et on a dérivable, c'est-à-dire F' de C. F' de C. Mais dans le théorème de Rolle, ou bien la formule de Rolle, on a admis une dérivée d'ordre 1 plus 1, une dérivée d'ordre 1 plus 1 sur l'intervalle ouvert. Une dérivée d'ordre 1 plus 1 sur l'intervalle ouvert. D'accord? Donc, on va trouver C sur l'intervalle ouvert et on va trouver ça, exactement. La dérivée d'ordre 1 plus 1 en C. La dérivée d'ordre 1 plus 1 en C. Donc, le théorème de Rolle, ou bien la formule de Rolle, bon, on va laisser le mot Lagrange. On va laisser le mot Lagrange. On va l'appeler pour l'instant que la formule de Rolle. C'est presque le théorème des accroissements finis. Mais au lieu qu'on a que la continuité, il faut que la fonction soit de classe C1. Ça, on a expliqué c'est quoi une fonction de classe C1. Et au lieu elle admet une dérivée en C, admet la première dérivée en C, il faut qu'elle admette la dérivée d'ordre 1 plus 1 en C. Il faut qu'elle admette la dérivée d'ordre 1 plus 1 en C. Très bien. Eh bien, la formule de Taylor dit la chose suivante. D'accord? Je vais la réécrire ici. Si on a une fonction de classe C1, d'accord, et admet une dérivée d'ordre 1 plus 1 sur AB ouvert, alors il existe toujours comme ça, il existe une constante C appartient à B telle que, on a la même forme qui est ici. Donc je vais écrire F de B. F de B est égal, très bien. Le débit de cette formule, c'est le même que le théorème des accroissements finis, c'est-à-dire est égal à F de A, plus, essayez ici de me suivre. Essayez de me suivre. F de A, dans la réalité, F de A, c'est quoi? Bon, je vais écrire ça. F de A, dans la réalité, c'est B moins A à la puissance 0. D'accord? Sur 0 factoriel. D'accord? Ou ici, je vais mettre la dérivée d'ordre 0. Si quelqu'un vous donne la fonction suivante, x, et vous dites, dérivez-moi une fois x, x khatra. Vous lui dites que la dérivée de x est 1. Très bien. Mais si quelqu'un vous donne la fonction x, et vous dites, dérivez-moi la fonction x 0 fois. C'est-à-dire, il ne faut pas la dériver. C'est-à-dire, le x reste quoi? Reste x. D'accord? Dériver x 0 fois, c'est-à-dire, il ne faut pas la dériver. C'est-à-dire, la dérivée de x d'ordre 0, c'est x. La même chose ici. Si j'ai une fonction f, d'accord? Et je vous dis, dérivez-moi la fonction f 0 fois en a. C'est-à-dire, c'est f de a. C'est-à-dire, il ne faut pas la dériver. Et le b moins a à la puissance 0, c'est 1. Et le 0 factoriel, c'est 1. Finalement, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver f de a. C'est-à-dire, dans la réalité, le f de a, il a la même forme qui est ici. C'est le b moins a à la puissance 0 sur 1, 0 factoriel fois f d'ordre 0 en point A. D'accord? Très bien. Et bien, Taylor, qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé de généraliser ça. Donc, je vais le mettre d'ordre 0. Très bien. Il a dit la chose suivante.
puisque, dans le théorème des accroissements finis, d'accord, on a parlé que sur la continuité. On a parlé, bien sûr, on a deux tranches. Voici le premier tranche, continue sur l'intervalle fermé, borné AB, et dérivable sur l'intervalle ouvert. On a deux tranches. Je vais parler pour l'instant pour le premier tranche. Dans le théorème des accroissements finis, puisque l'hypothèse, on a la continuité, sur l'intervalle AB. On a la continuité sur l'intervalle AB. La continuité, c'est-à-dire on parle sur F. Donc, on a ici F de A, que F. D'accord? Mais, dans la nouvelle formule, c'est-à-dire la formule de Taylor, on n'a pas que la continuité. On a une fonction de classe Cn. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? C'est-à-dire, on a la même chose qui est là, B moins A à la puissance 0 sur 0 factoriel fois F de 0, la dérivée d'ordre 0. Mais puisqu'on a de classe Cn, c'est-à-dire, on va trouver les autres termes. C'est-à-dire, ici, je vais mettre 1. Ça, c'est la première dérivée. Plus, je vais ajouter la deuxième. 2. Parce qu'on a de classe Cn. Donc, on doit trouver la continuité, F. La première dérivée, F'. La deuxième dérivée, très bien. Plus la troisième dérivée. Donc, 3. Donc, qu'est-ce que vous voyez? C'est le même terme qui est là. Et je vais mettre 0, 0, 0. 1, 1, 1. Bien sûr, 0, 0, 0 dans cette position. 0, 0, 0. À la puissance 1. La première dérivée, 1 factoriel. À la puissance 2. La deuxième dérivée, 2 factoriel. À la puissance 3. La troisième dérivée, 3 factoriel. Très bien. Plus le suivant, la quatrième dérivée. Donc, à la puissance 4, la quatrième dérivée, 4 factoriel. Très bien. Plus, etc. On a la cinquième, la sixième, septième, etc. Eh bien, puisque l'hypothèse, elle arrête à Cn, c'est-à-dire la dernière, c'est la dérivée d'ordre n. N. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Les termes qui sont là ont la même forme. Pourquoi on peut l'écrire? Parce que la fonction, elle est de classe Cn. Elle est continue. La première dérivée existe et elle est continue. La deuxième dérivée existe, elle est continue. La troisième dérivée existe, elle est continue. Quatrième dérivée existe, elle est continue. Jusqu'à la énième dérivée existe, elle est continue. Existe et continue, c'est-à-dire elle est de classe Cn. Très bien. Et bien, Taylor, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait tout ça. C'est-à-dire, il a commencé par, bien sûr, il existe ici un raisonnement. Ça, c'est juste une explication. Taylor, il a déterminé le premier terme qui est là, le deuxième terme, troisième terme, quatrième terme, d'accord, cinquième terme, jusqu'au le énième plus un terme, parce que ici, cinquième à la puissance 4, énième plus un terme, c'est à la puissance 1. Et il est arrêté ici. Donc, qu'est-ce qu'il a dit, Taylor? Plus quelque chose. Donc, il a mis un point d'interrogation. Pourquoi? Parce que la fonction, elle est de classe C1. Je peux aller de classe C1 plus 1, C1 plus 2, mais il faut arrêter la formule. D'accord? Donc, Taylor n'a pas pu trouver ça. D'accord? Donc, il a posé la question suivante. Je dois ajouter quoi pour arrêter la formule? Je dois ajouter quoi pour arrêter la formule? Eh bien, la chose qui est là, en point d'interrogation,
le savant qui a trouvé ça, c'est Lagrange. Lagrange a aidé Taylor. Lagrange a aidé Taylor. Il a dit que ici, qu'est-ce qu'il faut mettre? Il faut mettre un terme qui a la même forme qui est ici. عنده نفس الشكل. D'accord? Dans le point d'interrogation, il faut mettre un terme qui a la même forme. D'accord? Bon, ici c'est n. Donc le suivant c'est quoi? C'est n plus 1. n plus 1. Très bien, suivant. Ici n plus 1. Mais quelle est la différence? Ici, en 0, on a ici a. La première dérivée, on a ici a. La deuxième dérivée, on a ici a. La troisième dérivée, on a ici a. La quatrième dérivée, on a ici a. Etc. Jusqu'à la énième dérivée. On a ici a. Pour l'instant, le dernier terme, on a ici a. Mais toujours le même problème. Est-ce qu'il faut arrêter ici? On peut ajouter un plus de, etc. Et bien la différence, Lagrange, il a dit que il faut reprendre la même forme. Il faut reprendre la même forme. Mais au lieu de A qui est ici, on va écrire C. On va écrire C. C'est-à-dire, si dans le théorème des accroissements finis, je vais remplacer f de A par cette formule. B moins A à la puissance 0 sur 0 factoriel, f, la dérivée d'ordre 0, qui est f de A. Donc, dans le théorème des accroissements finis, il a mis un seul terme, d'accord? Un seul terme. Et le dernier terme qui est ici, c'est exactement quoi? Ici, c'est 1 factoriel, parce que 1 factoriel, c'est 1. Et ici, c'est à la puissance 1. Donc, on met un seul terme, et le dernier, il a la même forme. Mais la différence, c'est quoi? C'est que dans le dernier, on ne met pas A. On met le C. C'est appartient à l'intervalle ouvert. Et bien, la même chose. La généralisation de ça, on va commencer par 0, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, etc. jusqu'au n. Arrêtez à n, ajoutez la même forme des termes qui sont là, dans la somme successive, d'accord? Mais la différence que ici, il faut mettre C. Bien sûr, le C appartient à l'intervalle toujours AB. Le C toujours appartient à l'intervalle AB. Très, très bien. Eh bien, la formule qui est là, elle est due à la formule de Taylor-Lagrange. Pourquoi? Parce que Taylor, il a trouvé les termes qui sont là, c'est-à-dire à partir de 0 jusqu'au n, et Lagrange a trouvé le dernier terme. Donc Taylor-Lagrange, c'est-à-dire tous les termes qui sont là, de 0 jusqu'au n, sont dus à Taylor. Taylor les savants sont dus à Taylor. Que le dernier terme qui est là, qui va nous arrêter la formule, il est dû à Lagrange. Très bien. Eh bien, cette formule qui est là, elle s'appelle quoi? C'est la formule de Taylor-Lagrange à l'ordre n. C'est-à-dire qu'il faut ajouter toujours ça. À l'ordre n, toujours, il faut voir ça, le dernier terme, c'est-à-dire le terme qui contient le C, et retrancher 1. Le terme qui contient le C est retranché 1. Ici, c'est 1 plus 1, moins ça, c'est 1. D'accord? Donc, c'est la formule de Taylor-Lagrange à l'ordre n. La formule de Taylor-Lagrange à l'ordre n. Pourquoi? Parce que le terme qui est ici, d'accord,
il est à l'ordre 1 plus 1. Retranchant 1, on trouve le 1. Donc, si quelqu'un vous pose la question suivante, il faut que quelqu'un me réponde. La formule qui est là, c'est la formule de Taylor-Lagrange à l'ordre. Quelqu'un me répond? La formule qui est là, c'est la formule de Taylor-Lagrange à l'ordre. Quelqu'un me répond? C'est la formule de Taylor-Lagrange à l'ordre? 0. À l'ordre 0. Très, très bien. Donc, si quelqu'un vous pose la question suivante, quel est le lien? Quel est le lien? Quel est le lien entre le théorème des accroissements finis et la formule de Taylor-Lagrange? Vous lui dites que le théorème des accroissements finis, c'est un cas particulier de la formule de Taylor-Lagrange. Je répète, le théorème des accroissements finis, c'est un cas particulier du théorème de la formule de Taylor-Lagrange. C'est-à-dire, le théorème des accroissements finis, c'est exactement la formule de Taylor-Lagrange à l'ordre 0. Pourquoi à l'ordre 0? Parce que le reste, on va appeler ça. Ici, on sait, on a la première dérivée moins 1, c'est-à-dire l'ordre 0. Eh bien, on a vu valeur intermédiaire, rôle, le théorème qui généralise rôle, c'est le théorème des accroissements finis, et le théorème qui généralise le théorème des accroissements finis, c'est exactement la formule de Taylor-Lagrange. La formule de Taylor-Lagrange. Eh bien, dans cette formule qui est là, vous voyez deux choses. Bon, premièrement, les termes qui sont là. Le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le terme d'ordre 1 plus 1 et le terme d'ordre 1 plus 2. D'accord? Donc, tous les termes qui sont là ont la même forme. عندهم نفس الشكل. نفس الصيغة. Ont la même forme. Sauf ici A, 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 A et A. Que le dernier terme, ici c'est C. Que le dernier terme, ici c'est C. Bien sûr, C appartient à un intervalle ouvert. Pour cela, il faut qu'on ait la dérivée d'ordre 1 plus 1 dans l'intervalle ouvert. D'accord? Eh bien, du premier terme, c'est-à-dire B moins A l'absence 0 sur 0 factoriel, la dérivée d'ordre 0 en point A, c'est-à-dire f de A, ça c'est f de A, ça c'est f de A. Du premier terme jusqu'au terme qui est ici, la somme des termes qui sont là s'appelle le côté de Taylor, premièrement, le côté de Taylor, et il s'appelle dans la formule de Taylor-Lagrange la partie régulière. Je répète, de ce terme qui est là, منهنا, plus une minute, de ce terme qui est là, plus le deuxième, plus le troisième, plus le quatrième, plus le cinquième, plus etc. Le dernier terme qui est là, c'est un terme d'ordre 1 plus 1. D'accord? La somme de ces termes qui sont dus à Taylor, s'appelle la partie régulière de la formule de Taylor-Lagrange. Eh bien, qui a trouvé la partie régulière de Taylor-Lagrange? C'est Taylor. D'accord? Qui a trouvé la partie régulière de la formule de Taylor-Lagrange? C'est Taylor. Les Sabhado, c'est Taylor. Il s'appelle la partie régulière. Très bien. Le dernier terme, qui est là, qui est dû à Lagrange, c'est Lagrange. D'accord? S'appelle le reste de la formule de Taylor-Lagrange. C'est le reste de la formule de Taylor-Lagrange. Très bien.
Eh bien, on va... Donc, f de b est égal, ça c'est f de a exactement, f de a, plus, etc., juste arrêter à 1, plus le dernier terme qui est là. Plus le dernier terme qui est là. Donc, est égal, f de a, c'est la même chose qui est là. Et puisque les termes qui sont là ont la même forme, c'est une somme, tous les termes sont de la forme b moins a à la puissance p sur p factoriel, la dérivée d'ordre p au point a. C'est-à-dire de ça à ça, tous les termes ont la même forme. P commence à quoi? Commence de 0. 0 pour qu'on a ça. Le premier terme, n'oubliez pas, premier terme 0. Qui est là, 11. D'accord? Donc, vous voyez que les termes qui sont là, c'est-à-dire la partie régulière, ont la forme qui est ici. P commence par quoi? Commence par 0, il donne 0. Il termine à quoi? Il termine à 1. Donc, la partie qui est là s'appelle la partie régulière. La partie régulière de Taylor-Lagrange, et elle est due à Taylor. Et la partie qui est là s'appelle le reste. Le reste de la formule, le baqi, il est dû à Lagrange. Pour cela, ça s'appelle la formule de Taylor-Lagrange. C'est-à-dire, Taylor a trouvé la partie régulière et Lagrange a trouvé le reste. D'accord? Très bien. Donc, cette formule est connue par la formule de Taylor-Lagrange à l'ordre N. Donc, toujours l'ordre. Pour connaître l'ordre, il faut voir ça. Il faut voir ça et retrancher moins 1. Ça y est. Donc ici, c'est 1 plus 1 moins 1, c'est-à-dire 1. Donc cette formule s'appelle la formule de Taylor-Lagrange. La formule de Taylor-Lagrange, très bien. À l'ordre n, dont la partie qui est ici est appelée la partie régulière de Taylor, parce que Taylor qui l'a trouvé, qui a trouvé cette partie. Et le dernier terme s'appelle le reste de Lagrange. Le reste de Lagrange. Très bien. Donc, remarque, si on pose n est égal à 0, dans la formule de Taylor-Lagrange, on va trouver l'égalité du théorème des accroissements finis. C'est-à-dire, théorème des accroissements finis, d'accord? Donc, entre parenthèses, le théorème des accroissements finis, d'accord? Théorème des accroissements finis, et la formule de Taylor-Lagrange, à l'ordre quoi? À l'ordre 0. ما تنساوش théorème des accroissements finis, c'est la formule de Taylor-Lagrange à l'ordre 0. À l'ordre 0. Est-ce que c'est clair? Parce que tout le cours s'appuie sur cette formule. D'accord? Tout le cours s'appuie sur cette formule. Bon, bien sûr, on va faire les exemples. Donc, théorème des accroissements finis, c'est un cas particulier de la formule de Taylor-Lagrange. Taylor-Lagrange, il faut la prendre, c'est la somme de b moins a à la puissance p sur p factoriel, la dérivée d'ordre p en point a, en commençant par 0 et terminant à 1. Alors 2, on arrête à 2. Alors 3, on arrête à 3. Ça y est. Et là, le problème, c'est quoi? Le problème est de calculer les dérivées successives. On va calculer la première dérivée, la deuxième, la troisième, quatrième, etc. Pour arrêter la différence, au lieu de mettre ici A, il faut mettre ici C. C'est-à-dire, si on arrête à 1 plus 1, il faut mettre ici C. Et c'est terminé. Je vais vous donner un exemple rapide. Exemple. Une minute.
Donc, si par exemple quelqu'un vous dit la question suivante, la formule de Taylor-Lagrange, d'accord, de la fonction cos x, cosinus, minute, à l'ordre de 4. Donc, toujours, il faut écrire des hypothèses. Donc, on va écrire, bon, je vais écrire ça f de x. La fonction f de x est égale à cosinus x. Vous allez voir que les choses sont très, très simples. Hein? Donc, f de x est égal à cosinus x à l'ordre. Donc, on a deux hypothèses. Bon, bien sûr, n'oubliez pas que le cos, la première dérivée, la deuxième, la troisième, jusqu'à la dérivée d'ordre infini, existe et continue. C'est-à-dire, ici, pour ne pas écrire de classe Cn, de classe directement, on va écrire f de x appartient à C infini. C'est-à-dire, ici, on va utiliser que la cinquième dérivée. Mais même si on va utiliser la dérivée d'ordre infini, les dérivées existent et elles sont continues. Bien sûr, sur R. C'est-à-dire, pas de problème pour les dérivées successives de cos. Parce que les dérivées successives de cos, c'est soit cos, soit sinus à des constantes près. Très bien. Donc, alors, il existe toujours il faut écrire ça, C appartient à R, parce que ici l'intervalle c'est R. Hein? L'intervalle c'est R. Très bien. Bon, par exemple, si je veux, bon, ici on peut, c'est autre chose, parce que c'est la fonction de classe infinie. Si, par exemple, pour écrire f de b moins f de a, parce qu'après, on va parler sur x. Hein. Pour l'instant, on va mettre un intervalle arbitraire, par exemple, 2, 3. L'intervalle de 3. D'accord? Ou bien 2, 5. Donc, il existe une constante, bien sûr, dans l'intervalle ouvert de 5, tel que, et on commence. Ici, le A est égal à 2. D'accord? Je vais l'écrire ici. Donc, A est égal à 2. Et le B est égal à quoi? Est égal à 5. Et on commence. Donc, on va écrire f de B, c'est-à-dire f de 5. C'est-à-dire ici, sur l'intervalle de 5. Donc, f de 5 est égal. D'accord? F de A, c'est-à-dire f de 2. Ah, on a une remarque. Si on va remplacer f de 5, on va trouver cosinus 5. D'accord? Cosinus 5. Très bien. Donc, si quelqu'un vous dit, calculez-moi f de 5 sans utiliser la calculatrice. Mais je ne connais pas c'est quoi cosinus 5. Donc, pour comprendre l'utilité de la formule de Taylor-Lagrange, je vais changer le 2 par pi. Vous allez voir pourquoi. Je vais changer le 2 par pi. D'accord? C'est-à-dire, je vais mettre ici pi 5. D'accord? Donc, notre A, c'est pi. Bon, ce qui est sûr, il existe des étudiants qui voient pourquoi j'ai changé le A par pi. Parce que dans la formule de Taylor-Lagrange, je commence par f de b, mais ici, je vais utiliser
les dérivés successifs en A. Le A, c'est le pi. Donc, soit cosinus P, soit sinus P. On connaît la valeur de cosinus P et sinus P. D'accord? Donc, pour cela, j'ai changé le 2 par pi. C'est-à-dire, je vais calculer cosinus 5 en fonction de quoi? Donc, c'est f de pi. F de A, très bien. Plus, la première, c'est 5 moins pi sur 1 factoriel. Bon, 5 moins pi, normalement, à la puissance 1. À la puissance 1, c'est 5 moins pi. Très bien. Fois f prime. Fois f prime au point P. La première dérivée. Plus, donc je vais utiliser le même terme qui est ici. Le même. Donc le suivant, c'est quoi? À la puissance 2 sur 2. Ici, je vais mettre la deuxième dérivée. Au point P, très bien. Plus le troisième. 3. Plus quatrième. Bon, c'est la même chose. On va arrêter, par exemple, ici, à l'ordre 4. On va arrêter à l'ordre 3. D'accord? Donc, on est arrêté à 3. D'accord? On est arrêté à 3. J'ai changé. C'est pas à l'ordre 4, c'est à l'ordre 4. Pour qu'on ait la place ici. D'accord? Ou bien si on va laisser 4. Une minute. On va laisser 4. Je vais le mettre dans la deuxième ligne. Donc, plus la quatrième. Donc, 4. Très bien. C'est bon. Il faut arrêter à 4 parce qu'on veut à l'ordre 4. Mais il faut ajouter le dernier terme. Mais ici, ce n'est pas pi. Ce n'est pas le A. Ici, il faut mettre C. Ici, c'est 5. Donc, quel est l'ordre du reste? C'est 5. L'ordre du reste, ou bien la puissance. D'accord? Puisque le reste, il est d'ordre 5, donc la formule de Taylor-Lagrange, elle est à l'ordre 4. Très bien. Elle est à l'ordre 4. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut remplacer. Et on commence. Bon, avant de remplacer, je vais calculer les dérivés successifs. La première dérivée, la dérivée de cos, c'est moins sinus x. La dérivée seconde, la dérivée de moins sinus, c'est moins cos. Toujours, il faut calculer comme ça. C'est-à-dire, ici, il faut qu'on ait la première dérivée, la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième. D'accord? Et la cinquième. Allez. La dérivée d'ordre 3. À partir de 3, il faut mettre comme ça. Il faut utiliser les parenthèses, hein, parce que si on ne met pas la parenthèse, c'est à la puissance. La dérivée d'ordre 3. La dérivée de... Donc, il faut qu'on ait la dérivée d'ordre 3. Une minute. Ensuite, la dérivée d'ordre 4. Ensuite, la dérivée d'ordre 5. Ah, il y a la dérivée d'ordre 3. La dérivée de moins cos, c'est sinus. Très bien. La dérivée d'ordre 4. La dérivée de sinus, c'est cos. Et la cinquième dérivée, la dérivée de cinquième, c'est moins sinus. Très bien. Donc, on va remplacer. Allez, f de pi. F de pi. C'est-à-dire, on va remplacer le cos par pi. Cosinus p, elle est connue. Cosinus p est égal à moins 1. Très bien. Plus la première dérivée en pi. D'accord? La première dérivée en pi, c'est moins sinus.
moins sinus en pi, c'est 0. C'est-à-dire tout le terme qui est là, c'est 0. Ça y est, on a remplacé dans la première dérivée par pi. Ah, une remarque. C'est pas dire que la première dérivée est égale à 0, donc le reste c'est 0. Non. Parce que qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dériver au premier lieu en fonction de x. Il faut dériver au premier lieu en fonction de x. C'est-à-dire la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième en fonction de x. Ensuite, il faut remplacer. D'accord? Donc, f' de pi, oui, elle est égale à 0. Donc, le deuxième terme, c'est 0. Une minute. Plus, je suis là. Je suis dans le troisième terme. D'accord? Très bien. 5 moins p au carré, je vais le laisser comme ça, sur 2. D'accord? La dérivée seconde en pi. La dérivée seconde en pi. D'accord? C'est moins 1, c'est-à-dire c'est 1. Donc tout ça est égal à 1. Très bien. Plus, alors au quatrième terme, la dérivée troisième en pi, sinus pi, est égal à 0, c'est-à-dire plus 0. Très bien. Allons au cinquième terme. La dérivée quatrième en pi, c'est moins 1, c'est-à-dire on va trouver moins ça. D'accord? 4 factoriel, c'est 4 fois 3 fois 2. Donc ça fait 24. D'accord? Très bien. Donc ça, on a fait ce terme. Plus le dernier terme en C. C'est pas en pi. C'est-à-dire c'est pas en A. C'est en C. C'est-à-dire il faut prendre la cinquième dérivée et la remplacer par C. C'est-à-dire on va trouver ici moins. Et ici c'est quoi? C'est sinus C. Et c'est terminé. Donc, f de 5, qui est cosinus 5, est égal à exactement ça. Est égal à exactement ça. D'accord? Bon, plus 0, on peut ne pas les écrire qui sont là. C'est juste pour comprendre. Donc, cosinus 5, c'est exactement ça. Donc, on va trouver implique. Donc, on va ne pas écrire le plus 0. Et bien, cette formule qui est là, c'est la formule de la fonction cosinus x. C'est la formule de Taylor-Lagrange de la fonction cosinus x dans l'intervalle pi5 à l'ordre 4. À l'ordre 4. Pourquoi c'est à l'ordre 4? Parce que le reste, il est à l'ordre 5. Parce que le reste, il est à l'ordre 5. Donc, l'ordre de cette formule, il est à l'ordre 4. Quelle est l'utilité de la formule de Taylor-Lagrange? On va voir que toujours, le terme qui est là, il est assez petit. C'est-à-dire, c'est 0, etc. Il est assez petit. C'est d'accord? Donc, on n'a pas une calculatrice scientifique. On peut calculer les termes qui sont là. 5 moins pi, c'est 5 moins 3,14 à peu près. On va le trouver au carré. On peut le calculer à la main. Donc, on peut trouver une valeur approximative. On peut trouver une valeur approximative de cosinus 5. On peut trouver une valeur approximative de cosinus 5. Et c'est terminé. D'accord? C'est-à-dire, sans l'utilisation d'une calculatrice scientifique, on peut trouver une valeur approximative de cosinus 5. Donc, on va calculer ça, moins 1, plus ça, etc. Donc, si on fait un développement limité à l'ordre 2, on va arrêter ici. D'accord? Donc, si on calcule ça, c'est très simple de calculer ça, c'est-à-dire une valeur approximative. On peut trouver une valeur approximative de cosinus 5. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Autant qu'en allant à un ordre assez élevé dans le développement limité, dans la formule de Taylor-Lagrange, autant qu'en allant
un ordre assez élevé dans la formule de Taylor-Lagrange. Ici, c'est à l'ordre 2, à l'ordre 4. Ça y est, on peut aller à l'ordre 6, à l'ordre 7, à l'ordre 8, etc., etc. Eh bien, la valeur de cosinus 5 est bien précise. C'est-à-dire, on va aller à une valeur bien exacte. Bien exacte. C'est-à-dire, par exemple, je dis par exemple, si on va calculer cosinus 5 à l'ordre 2, c'est-à-dire, on va arrêter ici. Je dis par exemple, je n'ai pas fait les calculs, on va trouver 0,112, par exemple. À l'ordre 4, on va trouver 0,11, par exemple, 1. D'accord? Alors, voilà, je vais mettre ici 15. À l'ordre 6, on va 0,11, par exemple, 0,7. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Donc, bon, 2, oui, très bien, parce que ça, c'est 20. Donc, vous allez voir que on va trouver, bon, les valeurs qui sont là, c'est juste pour expliquer, ce n'est pas les valeurs réelles, hein, d'accord? Vous allez voir que, autant que l'ordre de la formule de Taylor est assez élevé, on va aller vers la valeur exacte de cosinus 5. On va trouver par exemple 0,11, 0,7, 0,11. C'est-à-dire, soi-disant, la valeur exacte, c'est à peu près 0,11. La valeur exacte, c'est à peu près 0,11. Je dis que les valeurs qui sont là, c'est juste pour expliquer les choses. Ce n'est pas les valeurs réelles. Donc, on a terminé. C'est la formule de Taylor-Lagrange de cosinus x à l'ordre 4 dans l'intervalle pi 5. Dans l'intervalle pi 5. C'est-à-dire, si quelqu'un vous pose quelle est la difficulté dans la formule de Taylor-Lagrange. La difficulté, il faut se souvenir de cette formule qui est là. Une minute. Il faut se souvenir de cette formule qui est là. Elle est simple, elle est très très simple. Donc toujours on commence A. Le dernier terme, on met le C. Deuxième des choses, il faut bien calculer les dérivés successifs. Et c'est terminé. Le reste, c'est le remplacement. Très bien. Donc, est-ce que c'est clair? C'est bon, on continue? Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. D'accord. Donc, pour l'instant, on a fait une seule formule. D'accord? Pour l'instant, on a fait une seule formule. Très bien. On n'a pas encore entré dans la notion du développement limité. Mais je connais pour l'instant que la formule de Taylor-Lagrange. La formule de Taylor-Lagrange, on a deux choses. La partie régulière, la partie reste. La partie régulière, je manipule la somme des termes de la somme b-a à la puissance p sur p factoriel fois la dérivée pm de f au point A. Le reste, au lieu de la dérivée pm, on a la dérivée d'ordre p plus 1 au point C. C'est terminé. Il nous reste deux autres formules, d'accord, qui sont des conséquences de la formule de Taylor-Lagrange, d'accord, qui nous aident à définir la notion de développement limité. Moi, اللي عاونونا باش نعطيو التعريف تاع développement limité. Essayez de suivre. La deuxième formule, elle est due à Maclaurin-Lagrange. Très, très bien. Eh bien, Maclaurin dit la chose suivante. J'ai la formule de Taylor-Lagrange. Très bien. F de B est égal à F de A, etc. Plus, etc. Donc, Maclaurin a dit la chose suivante. Dans la formule de Taylor-Lagrange,
toujours pour écrire f de B et f de A, il faut prendre un intervalle fermé borné. Il faut prendre un intervalle fermé borné. Mais la plupart des exercices, on a la fonction dépend de x, on a la fonction dépend de x. C'est-à-dire, on n'a pas f de b, on a f de x. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe si je remplace le b par x? Qu'est-ce qui se passe si je remplace le b par x? C'est-à-dire, je vais remplacer dans la formule de Taylor-Lagrange le b par x et je vais laisser le a. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que toujours le calcul de la dérivée d'une fonction en un point, c'est une constante parce qu'elle est de classe C1, elle est définie. Ici, c'est une constante. Constante sur constante, c'est une constante. Ici, une constante. Ici, une constante. Ici, une constante à deux tawabit. Ici, c'est une constante. Très bien. F de A, c'est une constante. Je vais trouver ici x moins A. Ici, c'est x moins A au carré. Ici, c'est x moins A à la puissance 3. Finalement, je manipule quoi? Quelqu'un me dit, je manipule quoi? C'est-à-dire, au lieu de prendre l'intervalle AB, il va prendre l'intervalle AX. Donc, finalement, à gauche, c'est une fonction quelconque, f de x. Mais à droite, il manipule quoi? À droite. Qui est-ce qui peut me dire? On va remplacer le b par x. X moins A au carré, x moins A à la puissance 3, x moins A à la puissance, etc. C'est-à-dire, il manipule quoi? À gauche, c'est des fonctions quelconques. Mais à droite, il manipule quoi? Quelqu'un me dit. C'est là. Polynôme. Il manipule des polynômes. Parce qu'on a x moins A au carré. Par exemple, f de x. Je peux mettre cos x. Est-ce que cosinus de x est un polynôme? Non. Mais à droite, il va manipuler des polynômes. Pour cela, une minute. Maclaurin, une minute, on commence par Maclaurin. Maclaurin, il a vu la chose suivante. Il a dit que je reprends la même formule de Taylor-Lagrange, et je mets le b est égal à x, si de me suivre. Je mets le b est égal à x. Donc, si je mets le b est égal à x, je vais avoir ici x moins a à la puissance 1. Est-ce que c'est très simple? Est-ce que c'est très simple de calculer x moins a à la puissance 1 à la main? Non. Bon, ici x moins a à la puissance 1. Ici x moins a au carré, x moins a à la puissance 3, etc. Donc, pour éviter ces calculs, je dois prendre le a est égal à 0. D'accord? Je dois prendre le a est égal, je suis ici, dans le théorème à la formule de Maclaurin-Lagrange. Je dois prendre a est égal à 0. Pourquoi? Pour ne pas avoir x moins a au carré, x moins a à la puissance 3, x moins a à la puissance 4. Donc, je vais avoir x au carré, x3, parce que a est égal à 0, x4 jusqu'au xn. Donc, Maclaurin a dit que il faut reprendre Taylor-Lagrange, d'accord, et prendre b est égal à x et a est égal à 0. B est égal à x et a est égal à 0. Bon, on a une minute, je vais ouvrir ça. N'oubliez pas que le C appartient à AB. D'accord? A, virgule B.
Le C appartient à AB. Le A est égal à quoi? 0. Le B est égal à quoi? X. C'est-à-dire, le C. Donc, le C, il est compris entre 0 et X. D'accord? Le C, il est compris entre 0 et X. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait C est égal à θ X. Donc, avec C est égal à θ X qui est là. Mais le θ, pour que le C, la valeur minimale tombe vers 0, il faut que le θ, la valeur minimale tombe vers 0. Si on remplace θ par 0, on va trouver 0. Et pour que le C, la valeur maximale tombe vers X, donc il faut que le θ tombe vers 1. Mais le θ tombe vers 1. Pour cela, là, ici, Maclaurin, Taylor, d'accord? Donc, c'est la formule de, ou bien on va écrire Taylor-Maclaurin, c'est mieux. D'accord? La formule de Taylor-Maclaurin, c'est la formule de Taylor-Lagrange. C'est exactement Taylor-Lagrange. Sauf, Maclaurin a dit la chose suivante. Je vais prendre X est égal à A, B est égal à X et A est égal à 0. S'il a dit que ça, c'est-à-dire X est égal à B et A est égal à 0. Donc Taylor-Lagrange vont dire que vous n'avez rien fait. Parce que finalement, je suis libre de prendre n'importe quel B et n'importe quel A. Donc pour cela, Maclaurin, il a essayé de changer le reste. Comment il a changé le reste? Il a pris la chose suivante. C est égal à θx avec θ entre 0 et 1. C'est tout. C'est-à-dire, pour cela, elle s'appelle Taylor parce qu'il n'a pas changé la partie régulière, Taylor, d'accord? Mais il a changé le reste, la forme du reste, d'accord? Il a changé la forme du reste, c'est que ça, c'est-à-dire qu'il a donné une valeur à C. Donc, la formule de Taylor-Maclaurin, c'est pratiquement presque la même formule de Taylor-Lagrange, sauf on a les choses qui sont là. Le B, c'est le X, le A, c'est le 0, et le C, c'est θx avec θ compris entre 0 et 1. C'est tout. D'accord? Très bien. Donc, pour l'instant, on a Taylor-Lagrange, Taylor-Maclaurin. Il nous reste une seule formule. D'accord? Il nous reste une seule formule. Eh bien, la troisième formule, elle est due à Taylor-Young. C'est-à-dire qu'on a un autre savant qui s'appelle Young. Young a dit la chose suivante. D'après Maclaurin, je vois que n'importe quelle fonction, je peux la écrire sous forme un polynôme au voisinage de 0, parce que ça s'appelle le voisinage. D'accord? Dans Taylor-Lagrange, le A qui est là s'appelle le voisinage. On va parler ça dans la formule de développement limité, le voisinage. Donc, Taylor-Young a dit que je vois que d'après Maclaurin, n'importe quelle fonction, elle est égale à un polynôme, ça y est, mais toujours on manipule les dérivés successifs de f au voisinage de 0, mais il nous gêne le terme qui est là. Pourquoi il nous gêne le terme qui est là? Parce que dans la formule de Taylor-Lagrange, on dit il existe un C. Il existe un C dans l'intervalle AB ouvert. Il existe un C dans l'intervalle AB ouvert. Est-ce qu'on connaît le C? La réponse non. La même chose ici.
il existe un θ dans l'intervalle 0,1. Est-ce qu'on connaît le θ? Non. On connaît qu'il est dans l'intervalle 0,1, mais est-ce qu'on connaît la valeur de θ? Par exemple, est-ce qu'on dit θ est égal à 1 demi, 1 tiers, 1 sur 4? Non. Il existe un θ, mais on ne le connaît pas. Donc, Young a dit la chose suivante. On peut écrire n'importe quelle fonction sous forme d'un polynôme, mais toujours on ajoute un terme, soi-disant inconnu. Inconnu, ce n'est pas leur forme. Inconnu parce qu'il est en fonction d'une valeur qui est inconnue, le θ. Eh bien, Young, qu'est-ce qu'il a dit? Il a démontré que le terme qui est ici, il est négligeable. Le terme qui est ici, il est négligeable. Qu'est-ce que ça veut dire le mot négligeable? C'est un terme qui est assez petit. C'est un terme qui est assez petit. Bon, on a fait la définition d'une fonction négligeable dans le premier semestre, mais pour nous, pour mieux comprendre les formules qui sont là, il faut comprendre que le passage de Maclaurin à Young, Taylor, toujours on a le mot Taylor, parce qu'on n'a pas touché dans la partie régulière. On n'a pas touché dans la partie régulière. On n'a pas touché dans la partie régulière. Et bien, Young a démontré que la chose qui est ici, elle est assez petite, c'est-à-dire c'est 0,0000. C'est-à-dire elle n'influe pas sur la somme qui est ici. C'est un terme qui est assez petit. Donc, si je veux par exemple calculer une valeur d'une fonction, je vais calculer que ça, et le terme qui est là, il est assez petit. Par exemple, si je trouve ici 6 plus 0,00001, c'est presque 6. D'accord? Donc, pour cela, Taylor-Young a dit la chose suivante, c'est-à-dire qu'elle a donné la chose d'une manière générale. Si f est défini sur un intervalle i, même si le i, c'est R, admettons un point A, des dérivées continues. Bien sûr, pour parler f2a, f'2a, etc. Il faut qu'elle soit dérivable au point A, jusqu'à la énième dérivée. Alors, il existe au voisinage de A, voisinage, c'est-à-dire on manipule le A ici, une fonction epsilon. Epsilon, généralement en mathématiques, le epsilon qui est petit, c'est-à-dire c'est une fonction qui est négligeable, assez petite. Elle tend vers 0. Elle tend vers 0 si x est plus proche que A. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que, bon, bien sûr, Young, il a repris le A, c'est-à-dire même si dans le cas où A est différent de 0. Parce que Maclaurin, il a dit que A est égal à 0. Young, non. Même si le A est différent de 0. D'accord? Donc, f de x, c'est la même formule jusqu'au là. Est égal à f de a plus, c'est-à-dire ça, c'est la partie régulière. Ça, c'est la formule de Taylor-Lagrange dans l'intervalle AX. Dans l'intervalle AX. Très bien. La différence, c'est qu'il a changé le reste. Donc, ça, c'est le reste de Young. Ça, c'est le reste de Young. Donc, le reste de Young, leur forme, c'est x moins a à l'absence 1, epsilon de x, tel que ça tend vers 0. Donc, 0 fois x moins a, c'est 0. C'est-à-dire, toujours, il a démontré que le reste est négligeable. Et c'est terminé. Donc, on a trois formules. Taylor-Lagrange. Taylor, dans l'intervalle AB, le mot Lagrange, c'est le reste. Au lieu de A, on a le C. Très bien. Taylor-Maclaurin. Taylor-Maclaurin. C'est la formule de Taylor-Lagrange dans l'intervalle 0x. Dans l'intervalle 0x. Sauf, il a donné une valeur à C. C, c'est θ x avec θ entre 0 et 1. Taylor-Young, il a démontré que le reste est toujours négligeable. C'est-à-dire, c'est une quantité qui est assez petite. C'est une quantité qui est assez petite. D'accord? C'est-à-dire, c'est 0,00. Elle tend vers 0. Donc, celle-là s'appelle la formule de... Bon, toujours, ça, c'est la partie régulière. Ça, c'est le reste de Young.
c'est la formule de Taylor avec un reste de Young. C'est-à-dire ça, c'est le reste de Young. Pour terminer la séance d'aujourd'hui, la formule de Taylor-Young permet d'écrire des fonctions, n'importe quelle fonction, au voisinage des points. Voisinage, c'est-à-dire, je parle de ça, sous forme polynomiale. C'est-à-dire, on va utiliser les polynômes, sous forme polynomiale. Donc, cette écriture qui est là, c'est-à-dire Taylor-Young a donné l'idée de développement limité. D'accord? A donné l'idée de développement limité. C'est quoi le développement limité? C'est l'écriture de n'importe quelle fonction. C'est l'écriture de n'importe quelle fonction sous forme polynomiale. تكون عندك دالة كيفية تكتبها على شكل كثير حدود. Donc, si quelqu'un vous pose la question, quel est l'original de développement limité? Vous lui dites que l'original de développement limité, c'est la formule de Taylor-Young qui est due à la formule de Maclaurin, qui est due à la formule de Taylor-Lagrange. C'est-à-dire, si au début, on n'a pas la formule de Taylor-Lagrange, on ne peut pas trouver Taylor-Maclaurin, il ne peut pas trouver Taylor-Young, donc on n'a pas la notion de développement limité. D'accord? Donc, l'original de la formule de développement limité, c'est la formule de Taylor-Young. Donc, Taylor-Young a donné une idée générale d'écrire n'importe quelle fonction sous forme polynôme. Pourquoi? Parce que tout le monde connaît que la fonction la plus simple pour la étudier, c'est la fonction polynôme. Pourquoi? Dans ma définition, c'est simple. La dérivée, c'est simple. Les limites, c'est simple. Soit au voisinage d'un point, soit au voisinage de l'infini. Donc, pour cela, après, on va utiliser la notion de développement limité pour calculer les limites, pour étudier les fonctions, etc., etc. D'accord? Donc, je vais arrêter ici. Demain, Inch'Allah, on va commencer le développement limité. Donc, le développement limité, c'est exactement la formule de Taylor-Young. C'est exactement la formule de Taylor-Young. D'accord? Donc, on va, c'est la formule de Taylor-Young qui est due de la formule de Taylor-Maclaurin qui est due de la formule de Taylor-Lagrange. Et c'est terminé. Donc, pour l'instant, les gens qui ont bien compris la formule de Taylor-Young, le reste, elle est très simple. C'est-à-dire, on va utiliser cette formule qui est là, Taylor-Young, pour définir c'est quoi le développement limité. Donc, tout court, le développement limité, leur but est d'écrire n'importe quelle fonction f de x, sous forme polynôme. Et c'est terminé. Donc, est-ce que c'est clair? Pour arrêter ici, est-ce que c'est clair? Pas de questions? Oui, c'est bon. D'accord.